droits et développement. Nécessité d'une Assemblée nationale qui vote des lois favorables. Voilà le thème qui va meubler notre nouveau numéro de l'entretien du jour. Et pour parler et débattre de ce thème, nous avons sur ce plateau Madame Amisetou Afo-Djobo. Elle est ancienne députée, donc députée de la 5e législature. Elle est spécialiste des questions électorales et également consultante en genre. Madame, bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Alors, depuis la conférence des forces vives de la nation en 1990, aucun gouvernement n'a véritablement pu mener à terme son projet politique. Comment est-ce que vous expliquez cela? Merci. En effet, ce que vous dites est avéré parce que depuis 1991 jusqu'à ce jour, effectivement, aucun gouvernement, même si, malgré qu'il ait un programme de gouvernement, n'a jamais pu aboutir. Enfin, et je crois que c'est dû au fait que dès l'instant où les dirigeants ou le président élu prend place, il y a comme un divorce entre lui et ceux qui l'ont soutenu pour l'amener au pouvoir, et un divorce soit par des malentendus, soit par des genres d'incompréhension, et ça fait que tout de suite la machine se grippe et tous ceux qui avaient soutenu ce chef d'État se retrouvent contre lui. Je crois qu'il y a, si on ne peut pas parler de trahison, mais il y a comme quelque chose qui, à un moment donné, ne fonctionne pas. Et ça dure généralement 1-2 ans, juste après l'élection. Tout à fait, ça dure maximum 2 ans, et puis c'est le désamour total. Et je crois aussi que cela est dû, de mon point de vue, du fait que la conférence nationale des forces vives que vous avez évoquée a fait un travail... un très bon travail, mais seulement on était tellement dans l'euphorie du changement, dans l'euphorie de passer à la démocratie, à l'état de droit, qu'il y a eu certains, de mon point de vue, certains points qui ont manqué, certains aspects qui ont manqué. Et ces aspects-là, moi j'aurais voulu, avec du recul, j'aurais souhaité que la conférence des forces vives de la nation ait, dans ces recommandations, aient pu fixer des balises, c'est-à-dire des périodes, une période, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, faire un genre d'assises. Oui, c'est pas les assises forcément, mais faire un genre de bilan, depuis la conférence jusqu'à un temps T, pour voir si nous sommes encore dans l'esprit de la conférence nationale. Cela a manqué, et ça fait que, en dehors des hommes, des militaires qui ont tenu promesse jusqu'à aujourd'hui, de leur décision d'être des républicains, et en dehors de cela, vraiment tout le reste, au plan économique, au plan politique, il y a encore du chemin à faire. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que on entend partout aujourd'hui, depuis des années, des gens réclamer, des hommes politiques, des hommes de la société civile et autres, réclamer des assises nationales pour repenser un peu la situation qui est la nôtre. C'est ça. Il manque une certaine maturité, vous voulez dire? Oui, c'est vrai, nous sommes dans une démocratie nouvelle, nous faisons notre petit bonhomme de chemin, mais nous devions pouvoir nous asseoir pour essayer de baliser un peu le terrain, afin que si un homme est élu, s'il a un programme, qu'il respecte ce programme. S'il sort de ce programme, il devrait avoir des mécanismes pour lui dire, attention, vous sortez de ce que vous avez prévu de faire, essayez de respecter cela. Et je crois que, en même temps, ça empêcherait ceux qui peut-être, ça éviterait à ce que les opposants, entre guillemets, puissent empêcher le bon déroulement du programme d'un candidat, enfin d'un président élu. C'est ça. Ben, ce qui est bizarre, c'est que ce président, généralement, ne respecte pas son projet politique, mais il est réélu encore et plusieurs fois après. Donc, c'est vraiment... Vous parlez de démocratie nouvelle.
durant combien de temps est-ce qu'on va s'appeler démocratie nouvelle? Du temps passe, hein? C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Pour moi, une démocratie nouvelle, c'est une démocratie comme la nôtre, qui a moins de 30 ans. Parce que si on veut comparer, excusez-moi de faire la comparaison, si on veut comparer avec les grandes démocraties, les États ont été à ce niveau-là depuis très longtemps. Et eux aussi, il faut pas se voiler la face, ils ont connu des balbutiements. Et je crois que nous sommes en train de connaître les nôtres, mais nous sommes tellement en retard par rapport à eux, parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Et donc, nous qui étions déjà en retard, nous sommes obligés d'accélérer. Et donc, nous devons accélérer en prenant en compte vraiment que notre retard est grand. Et si nous n'accélérons pas, nous risquons d'être vraiment à la traîne comme toujours. Alors, et depuis cette historique conférence-là, le développement du Bénin peine vraiment à décoller. Et toutes les législatures qui se sont succédées se ressemblent particulièrement. Mais quelque part, la responsabilité incombe également aux parlementaires, aux élus du peuple, parce que l'exécutif s'appuie sur le législatif, hein, puisque c'est vous qui faites les lois. Je dis vous parce que vous soyez, même si vous n'êtes plus député aujourd'hui, en tout cas, vous l'avez été et vous portez toujours ce chapeau, hein, que vous le vouliez ou non. Oui, c'est vrai que c'est les députés qui font la loi. C'est les députés, ils ont pour rôle de faire la loi, de contrôler l'action gouvernementale. Et donc, partant de là, vous pouvez être, je suis d'accord avec vous pour dire que tout repose sur les députés. Et là, il faut dire que depuis la conférence des forces vives de la nation, la première législature, tout le monde s'accorde à dire que c'était la meilleure. Normalement, si elle est meilleure, c'est que celles qui viennent après devaient pouvoir être, mieux qualifiées que celle-là, parce qu'elle aurait servi, parce que celle-là, c'est la première législature. Nous pouvons dire que c'est elle qui est allée au charbon. Nous étions nouvellement entrés en démocratie, et donc c'est elle qui avait eu beaucoup plus de difficultés, et elle a quand même bien travaillé. Et malheureusement, celles qui viennent après sont d'une facture moindre que ce que la première a été. Et c'est vrai, c'est parce que aussi de plus en plus les gens, les populations, l'argent est rentré dans la politique. C'est vrai. Pour faire la politique, il faut de l'argent. Pour aller aux élections, il faut de l'argent. Mais l'argent a pris un pas. Et ce qui a entraîné aujourd'hui les législatures que nous connaissons et qui, du point de vue du citoyen lambda, on n'est pas satisfait. Quand vous dites l'argent est entré par où, hein? L'argent est entré pour les votes de loi? Non, pas pour les votes de loi, pour l'élection. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous savons aujourd'hui que de se faire élire que celui qui donne beaucoup plus d'argent au niveau donc des électeurs. Donc c'est en cela que je dis l'argent est rentré dans le jeu, est entré de manière très, très, très grave, et nous devons pouvoir nous ressaisir, parce que si nous continuons comme ça à faire de l'argent l'électeur, je pense que nos lois ne pourront pas être des lois de développement telles que nous le souhaitons, ne pourront pas être des lois applicables, parce que si on envoie des gens à l'Assemblée qui ne savent pas exactement pourquoi ils sont là, pourquoi ils prennent telle ou telle loi, ça veut dire que le développement est plombé. Et c'est en cela que les compagnons du devoir, l'association à laquelle j'appartiens, s'est dit, mais l'argent, c'est vrai, l'argent en politique, c'est vrai, l'argent a sa place. Mais il ne faudrait pas que l'argent devienne donc l'électeur. Il ne faudrait pas que ce soit seulement sur la base de l'argent, de celui qui donne plus, qu'il faut envoyer au Parlement. Il faut que désormais, nous puissions faire en sorte que le poids de l'argent dans les élections soit réduit. On ne fait pas on sait que l'argent, on a besoin de l'argent pour aller aux élections, mais il ne faudrait pas que l'argent soit l'élément déterminant pour envoyer des députés à l'Assemblée nationale. Mais une fois les députés envoyés à l'Assemblée nationale, par rapport au vote, parce qu'on fait le constat aujourd'hui que les lois qui sont votées ne sont pas favorables au développement du pays. Est-ce que vous pensez pas que c'est aussi l'argent qui conduit à ce niveau-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à obtenir le vote de loi favorable au développement? Non, l'argent ne peut pas conduire au vote d'une loi anti-développement. Je ne pense pas.
c'est simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vision doit être quelque chose de respecté. Quand quelqu'un, un candidat, a une vision, il doit pouvoir faire en sorte que sa vision soit, presque tout le monde soit une vision. Si elle a une vision de développement, elle doit adhérer. Le peuple doit adhérer. Les députés doivent être conscients de cela. Et c'est de cette manière-là que ces lois doivent être votées en regardant effectivement l'intérêt général. Au niveau du vote des lois, je ne peux pas dire que forcément l'argent entre en jeu et que c'est pour ça que les lois qui nous sont votées à l'Assemblée nationale sont difficilement applicables ou ne prennent pas en compte le développement. Je crois qu'on a besoin d'envoyer au Parlement des gens capables de réflexion, des gens ayant la possibilité de comprendre ce qu'ils votent. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, nous devons nous dire la vérité. Mais comment y arriver à ce changement-là? Et pour y arriver, c'est pour ça que les compagnons du devoir, une fois encore, proposent qu'il faille que, ensemble, aussi bien les populations que les députés ou les futurs candidats, qu'on réfléchisse pour voir comment, parce que je suis sûre que les députés eux-mêmes, aujourd'hui, ils s'étouffent, parce que dès que vous pensez élection, vous pensez argent. Si on arrive donc, en tant que compagnon du devoir, à faire en sorte, à faire de la sensibilisation, à faire en sorte que le poids de l'argent ne soit plus ce qu'il est aujourd'hui, je crois que tout le monde sortirait gagnant. Aussi bien les populations qui auront désormais des lois qui penseront, qui feront qu'ils auraient un mieux-être, et les députés aussi, les élus, qui dépenseraient moins avant de se retrouver au Parlement. Au Parlement. Voilà. Alors, en tant que consultante en genre, dites-nous, c'est quoi le rôle des femmes au Parlement? On ne les sent pas. Nous savons que les femmes sont en sous-nombre. C'est malheureusement devenu une tradition au Bénin, et ça, nous le savons, mais les quelques-unes que nous avons au Parlement, eh bien, on ne les sent pas réellement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut dire que c'est vrai, il y a le nombre qui impressionne, c'est vrai. Et au Bénin, ne s'engage pas une femme qui s'engage. C'est pas facile de trouver des femmes qui s'engagent effectivement en politique et qui veuillent vraiment faire le combat politique. Parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que c'est un milieu réservé aux hommes, c'est un milieu où les femmes n'y vont pas, il y a trop de coups, il y a trop d'intrigues. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que le nombre que nous avons au Parlement est un nombre très, très, très infime. Mais cependant, moi je crois que d'abord, il faudrait que les femmes elles-mêmes se rendent compte qu'elles doivent s'engager en politique et que si les hommes sont en politique, c'est que les femmes aussi peuvent être en politique. Et donc, pour que les femmes soient aujourd'hui en nombre, il faudrait d'abord qu'elles s'engagent, il faudrait qu'elles tiennent le coup, il faudrait qu'elles sachent pourquoi elles se sont engagées, parce que ne va pas en politique qui veut, ne va pas en politique qui veut. Et donc, les femmes doivent, de mon point de vue, s'engager, être aux côtés des partis politiques et s'engager. Quand je dis s'engager, c'est militer, c'est persévérer, c'est être là lorsque les décisions se prennent. Et je crois que quand nous comprendrons que notre place est aux côtés des hommes en politique et que nous avons besoin d'être là, je crois que le nombre va aller croissant au niveau, le nombre des femmes au Parlement va aller croissant. Alors, avant ça, il faudrait que nous nous engagions, que nous acceptons de prendre des coups et d'en donner aussi quand c'est possible. Quand c'est possible. Voilà. Alors, Amisetou Afo-Diobo sera-t-elle de la course de 2019 parce qu'il y a les élections législatives en 2019? Oui ou non, serez-vous de la course? Je crois que je serai de la course. Je serai de la course. C'est vrai, j'ai connu 2 défaites, mais je ne suis pas le genre de personne à me décourager. Et je vais continuer et je suis sûre que ceux-là qui n'ont pas hier voté pour moi se rendront peut-être compte que j'ai quelque chose à apporter de par ma persistance et finiront par faire le bon choix. C'est quoi cette chose que vous voulez apporter de nouveau qu'on n'a pas encore? C'est quoi Non, je n'apporterai rien de nouveau. J'apporterai seulement mon militantisme et ma vision qui est que ce pays a besoin de décoller, ce pays a besoin de se développer, ce pays a besoin de tous ses fils pour son développement.
Merci à vous, Amisetou Afo-Djobor. Je rappelle, vous êtes ancienne députée, vous êtes spécialiste des questions électorales, vous êtes également consultante en genre. Avec vous, nous avons parlé droits et développement, la nécessité d'une Assemblée nationale qui vote des lois favorables au développement du peuple, au développement du Bénin. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. C'est donc la fin de votre page invitée, mesdames et messieurs. Au revoir. Comment tu...